j'ai rajouté ou je vais rajouter une feuille 5 de texte sur laquelle je vais m'appuyer pendant un moment avant d'en revenir au texte de la page 4. Donc je vous conseille de la télécharger, pas forcément de l'imprimer, mais de la voir sous les yeux pendant que je parle. C'est toujours mieux que vous puissiez contrôler dans le texte ce que je vous indique. J'en étais resté à la différence entre société ouverte et société close et les aspects finalement politiques de la pensée de Popper. Il y a chez Popper un lien qui se fait peut-être plus facilement négativement entre entre société ouverte et science, puisque c'est la première citation de la page 5. La société magique ou tribale ou collectiviste sera aussi appelée la société fermée, et la société dans laquelle les individus sont confrontés à des décisions personnelles, la société ouverte. Donc la société ouverte, on le voit dans cette définition, c'est justement la société dans laquelle les gens ont à faire des décisions personnelles, mais faire des décisions personnelles, c'est notamment, pardon, simple éternuement, ne vous inquiétez pas pour moi ou ne vous réjouissez pas, au contraire, ce n'est pas encore, je ne suis pas encore malade. Donc je disais que la société ouverte, c'est la société dans laquelle les gens ont à prendre des décisions par eux-mêmes, mais ces décisions, c'est justement, notamment, et de manière importante, essentielle peut-être, la décision de savoir est-ce que j'accepte ce qui est raconté par les sages de la tribu? Est-ce que j'accepte l'héritage des ancêtres, ou est-ce que je le remets en question? Au nom de quoi est-ce que je le remets en question? Donc ce questionnement de l'acquis, ce questionnement du connu est quelque chose qui est essentiel dans une société ouverte, alors que dans une société magique ou tribale ou dit Popper collectiviste, en donnant peut-être ou en jouant sur les mots un sens très particulier au terme collectiviste, peut-être qu'on pourrait dire dans l'esprit de notre temps, même si c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop non plus, communautariste. L'idée, c'est que la société ouverte, c'est vraiment la société fermée, pardon, par opposition à la société ouverte, c'est vraiment une société où tout le monde doit penser de la même façon, et c'est pour ça que dans la société fermée, les gens n'ont pas à prendre de décisions personnelles. Il y a vraiment une pensée collective commune, c'est pour ça qu'il parle de collectiviste, dont on ne peut pas s'écarter. Donc pas de libre critique, pas de progrès non plus scientifique. Donc les sociétés collectivistes ou communautaristes ou magiques ou tribales sont des sociétés fermées dans lesquelles ne peut pas s'exercer la libre critique qui est nécessaire au développement de la science, alors que par opposition, dans les sociétés
ouverte, il y a une possibilité de libre expression, il y a une possibilité de libre critique, la science peut donc se développer. Donc on a un lien entre une différence entre sociétés et une, euh, et une différence entre possibilité ou impossibilité de développement de la science. Les sociétés magiques ou tribales sont des sociétés que assez souvent on appelle sociétés primitives. On ne remet pas en question l'enseignement des prêtres, l'enseignement des chamans. On ne remet pas en question ce qui est hérité des ancêtres. Mais ça peut être aussi des sociétés assez sophistiquées. Je pense brusquement à une raison pour laquelle Popper a pu employer le terme de société collectiviste, c'est que la Chine ancienne, qui était une société intellectuellement très développée, et quand même, d'après un certain nombre de descriptions, après je ne suis pas sinologue, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est juste ou faux, mais donc c'était une société intellectuellement très développée, mais où le conservatisme de pensée était encouragé, où l'on ne pouvait pas s'écarter d'un type de pensée collectif. Je crois vraiment que le collectivisme, c'est pour ça. Ce n'est pas, comme je l'ai envisagé à un moment, une manière insidieuse de critiquer une organisation économique ou sociale, c'est cette idée d'une collectivité de pensée, d'une communauté de pensée qui ne permet pas les pensées différentes. Donc la société ouverte est une société qui est bonne pour la science. Les sociétés fermées sont des sociétés qui sont mauvaises pour la science. Il y a d'un certain côté un changement profond qui permet de passer des sociétés fermées anciennes aux sociétés ouvertes que nous connaissons maintenant. C'est la deuxième citation de la page 5. La transition de la société fermée à la société ouverte peut être décrite comme l'une des révolutions les plus profondes à travers lesquelles l'humanité est passée. Donc il y a vraiment un changement profond, un changement radical au sens étymologique du terme, à la racine, donc un changement fondamental entre société ouverte et société fermée. Et je le répète, je crois même, mais malheureusement je n'ai pas pensé à noter, il y a un endroit où Popper développe l'idée que nos sociétés occidentales, libérales, en pensant peut-être plus au libéralisme politique qu'au libéralisme économique, mais enfin il parle de sociétés libérales, sont vraiment des exemples de sociétés ouvertes par opposition à des sociétés plus monolithiques qui sont des sociétés fermées. Mais néanmoins, il considère que l'ouverture de nos sociétés n'est pas complètement achevée. On peut le voir en rapprochant les deux citations qui suivent, qui à la fois
reprécisent ce qu'est une société fermée et disent à quel point nos sociétés, quoique ouvertes, quoique ayant connu donc un changement profond, sont encore trop fermées du changement du point de vue de Popper. Donc, en fait, il y a là-dedans des éléments que je vous ai déjà indiqués, mais c'est normal, je vous présente sa pensée, et quand je dis par anticipation ce que je vais lire après, c'est que j'ai bien maîtrisé sa pensée, je suis bien rentré du moins dedans, dans une société fermée, donc l'habitant d'une société fermée trouvera difficilement ou rarement en lui-même se trouvera, pardon, rarement lui-même en position de douter quant à la façon d'agir. La bonne façon d'agir, la façon correcte d'agir est toujours déterminée, quoi qu'il puisse y avoir des difficultés quant à la façon de le suivre. Je me demande si je n'en ai pas déjà parlé, le type de pensée des sociétés fermées est très bien illustré, me semble-t-il, dans la tradition littéraire française par les pièces de Corneille. Dans les pièces de Corneille, je pense aux tragédies de Corneille, les actions des héros leur sont dictées, enfin des personnages principaux, leur sont dictées par leurs devoirs. Il n'y a normalement pas d'hésitation à avoir, si ce n'est des cas exceptionnels où éventuellement des devoirs peuvent entrer en conflit, mais globalement, l'individu ne doit pas décider par lui-même, il doit faire ce que lui dictent les règles sociales. Rodrigue aime Chimène, ça lui fait de la peine de tuer le père de Chimène parce qu'il il sent confusément que ça va un peu l'éloigner de celle qu'il aime, mais le sens du devoir veut que pour venger son père, il tue le père de Chimène, donc il le tue. Il en souffre, mais il obéit à son devoir. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Le devoir est clair, est explicite. Il n'a pas à se demander est-ce que vraiment souffler une atteinte à l'honneur, ça mérite la mort d'un homme, la mort du père de celle que j'aime, qui plus est. Non, il fait son devoir, il doit faire son devoir. Ses actions, je saute à la fin de la page, de la phrase d'après, ne peuvent jamais devenir objet de considération critique. Elles sont déterminées par des tabous, par des institutions tribales magiques. Donc, institution tribale magique, l'exemple de Rodrigue et de Chimène n'est pas très très bon, mais attendez, j'essaie de vérifier pour ne pas dire de sottises. Il me semble que j'ai un exemple c'est bien finalement en un sens de faire les cours chez moi. Je peux vérifier pour ne pas dire de sottises. Alors que quand je suis en classe, c'est vous qui pouvez vérifier pour savoir quelles sont les sottises
que je dis. Bon, néanmoins, j'espère que l'an prochain, nous serons tous en forme et que je pourrai refaire des cours et que vous pourrez suivre mes cours. Bah, ça tombe bien, j'allais dire une sottise, donc je ne la dirai pas et vous ne saurez pas à quelle sottise je pensais, puisque ce n'est pas le bon auteur où on a un devoir par rapport à des institutions tribales magiques. Mais dans les sociétés fermées, tant pis, je ne cite pas la pièce, mais les gens reconnaîtront et sauront quelle bêtise j'ai failli dire. Dans une société fermée, quand les dieux veulent qu'un chef de guerre tue sa fille pour emporter la victoire, le chef de guerre, quoi qu'il en souffre, tue sa fille pour emporter la victoire. Il n'est pas question de mettre en doute la volonté des dieux exprimée par les grands prêtres. Donc c'est comme ça dans les sociétés fermées et c'est comme ça y compris pour des gens avancés intellectuellement des sociétés fermées, même un Héraclite, quelqu'un d'aussi brillant qu'Héraclite, ne faisait pas de distinction nette entre les lois institutionnelles de la vie de la tribu, de la vie tribale, et les lois de la nature. Les unes comme les autres s'imposent à nous exactement de la même façon. Donc ça, c'est les sociétés fermées. Par opposition, on pourrait penser que dans les sociétés ouvertes qui ont connu une révolution profonde, il n'en est pas ainsi. Popper reconnaît que même dans les sociétés ouvertes, même dans nos sociétés, il y a encore beaucoup de restes. Il est encore bien connu, on sait bien encore combien de cela survit. Nos propres façons de vivre sont encore empreintes, soumises au tabou de nourriture, tabou de politesse et bien d'autres. Je voudrais illustrer ça, ou plutôt je ne le veux pas parce que je suis soumis à ces tabous, mais si je n'y étais pas, il y avait un collègue prof de philosophie en lycée il y a quelques années qui avait fait ça, je ne sais plus dans quel contexte, il s'était déshabillé devant ses élèves, pour illustrer, mais donc je ne l'illustrerai pas, je peux simplement vous faire peur en vous donnant l'impression que je vais le faire, mais je vous rassure tout de suite, je ne le fais pas, je n'ai pas la moindre envie de le faire. Je pourrais, non mais en fait j'ai du mal à monter, je pourrais ouvrir ma braguette et vous montrer ce qu'il y a dessous. La loi l'interdit, mes propres tabous de pudeur l'interdisent, et pourtant cela ne me ferait aucun mal, et cela ne vous ferait aucun mal, vous avez sans doute déjà vu, nettement plus horrible. Donc il y a un certain nombre de tabous qui, si on y réfléchit, ne correspondent à
aucune rationalité. De même que si les convictions des végétariens sont parfaitement respectables, et je pense de plus en plus même qu'elles sont tout à fait fondées, il n'y a pas de raison quand on accepte de manger de la viande, il n'y a pas de raison d'accepter de manger du cochon ou d'accepter de manger de la vache et pas du chien et du chat. Et pourtant, on trouve absolument abominable que des gens à tel ou tel endroit mangent des chiens ou des chats et on n'a pas le moindre, pas la moindre angoisse, on n'a absolument aucun remords pour les veaux, pour les vaches, pour les porcs, pour tous les animaux que nous retrouvons dans notre assiette. Ce sont des tabous sociaux, des tabous occidentaux qui nous font faire une différence entre tel type d'animal et tel autre type, entre si je me souviens bien de la Bible, entre les ongulés et ceux qui ne sont pas ongulés, mais comme je ne me souviens plus de mes leçons de sciences naturelles, je ne sais plus trop lesquels sont les ongulés ou non. Donc nous avons des tas de tabous qui pèsent sur nous et qui ne sont pas remis en question. La loi même nous interdit de les remettre en question. Si j'avais envie de me déshabiller devant vous, j'aurais de toute façon des problèmes légaux et je risquerais peut-être mon poste et j'espère quand même échapper au coronavirus et atteindre l'âge de la retraite. Donc le bon type de société, celui qui se prête au développement de la science, c'est-à-dire, pour Popper, celui qui se prête à la recherche de la vérité, celui qui se prête à la découverte toujours plus avancée de ce qu'est la réalité du monde. Tout ça va donc de pair pour Popper. Ça se trouve dans les sociétés ouvertes et nos sociétés occidentales, nos sociétés libérales occidentales sont précisément des sociétés ouvertes. Donc, le type de société que nous avons en Occident est pour Popper un type de société particulièrement adapté au développement de la science, à la recherche de la vérité, à la découverte toujours supérieure de ce qu'est la réalité du monde. Donc on voit là que l'on est passé de la comparaison simplement descriptive, sociologique entre société ouverte et société fermée à une prise de position politique. Les sociétés occidentales, libérales, entre guillemets, j'insiste quand même sur les guillemets à libéral, puisque même si peut-être Popper, qui était par exemple copain de Hayek, fait un lien entre libéralisme économique et libéralisme politique, le libéralisme dont il est question ici, c'est avant tout
c'est avant tout le libéralisme politique, et encore le libéralisme politique compris d'une manière minimale. En tant que critique du libéralisme politique, on pourrait dire oui, mais ce n'est pas que ça. En tout cas, c'est le noyau auquel Popper est attaché. Et ce noyau, il me semble qu'il est légitime d'y être attaché. C'est la possibilité de libre critique, la possibilité d'avoir une réflexion individuelle propre, de ne pas être obligé de se contenter de répéter les enseignements des anciens. Du coup, et on revient un peu en arrière maintenant, on revient en fait au haut de la page 4, l'important n'est pas, et en ça d'ailleurs, c'est un extrait de Conjectures et réfutations, mais on est très proche de ce que développe Popper dans son ouvrage le plus politique, qui est La société ouverte et ses ennemis. La société ouverte et ses ennemis, je vous l'ai déjà dit, c'est très, enfin je crois vous l'avoir déjà dit, c'est très anti-platonicien. Pour Popper, Platon est le père de toutes les dictatures, et Platon met l'accent sur l'importance du philosophe roi, le bon dirigeant qui sait et auquel on doit obéir parce que il sait. Pour Popper, et c'est quelque chose qui caractérise nos sociétés occidentales, il nous est moins nécessaire d'avoir de bons dirigeants que de bonnes institutions. Il n'est pas gênant que, bon, je vais dire Trump pour ne pas citer d'exemples qui pourraient prêter à controverse en France, mais on pourrait tout aussi bien dire la reine d'Angleterre, c'est-à-dire que la question pour Popper n'est pas une question république, monarchie, de bonnes institutions. Je pourrais peut-être lire la phrase jusqu'à la fin. Il nous est moins nécessaire d'avoir de bons dirigeants que de bonnes institutions. Donc peu importe si nous avons un mauvais dirigeant, du moment que nous avons une bonne institution. Mais qu'est-ce qu'une bonne institution? Ben, il le précise justement après. Et il précise d'ailleurs aussi que le bon dirigeant lui-même ne suffit peut-être pas. Même le meilleur des hommes peut se trouver corrompu par le pouvoir. Comme il est anti-marxiste, ce sont des exemples qui n'a vraisemblablement pas en tête, mais il n'en reste pas moins qu'on peut avoir une certaine sympathie pour le jeune Fidel Castro qui prend le pouvoir contre un dictateur sanglant dans des conditions difficiles, et on peut se dire que ce jeune Fidel Castro était vraiment quelqu'un de bien, mais même quelqu'un de bien peut se trouver corrompu par le pouvoir et peut finir par devenir un dictateur, peut finir par être quelqu'un qui pense simplement à se conserver au pouvoir. Donc la question n'est pas la question d'avoir de bons ou de mauvais dirigeants, même le bon dirigeant peut se trouver mauvais, et même le mauvais dirigeant
peut éventuellement, avec de bonnes institutions, se trouver contraint à faire quelque chose de bien. Les institutions qui autorisent ceux qui sont dirigés à exercer un contrôle effectif sur ceux qui les dirigent contraignent les mauvais dirigeants eux-mêmes à faire ce que leurs administrés estiment servir leurs intérêts propres. Alors certes, il ne précise pas ici ce qu'il entend par institution qui autorise ceux qui sont dirigés à exercer un contrôle effectif sur ceux qui les dirigent. Il est vraisemblable qu'il ne pense pas, comme moi, à la possibilité de révocation en cours de mandat d'un homme politique qui serait jugé insatisfaisant par ceux qui l'ont élu. Il est possible qu'il pense simplement à la possibilité d'élection et de réélection régulière qui font possibilité qui fait en sorte, que les mauvais dirigeants sont écartés pour être remplacés par d'autres. Bon, malheureusement, peut-être tout aussi mauvais, ce que Popper n'a peut-être pas vu, mais en même temps, n'est-ce pas là la faute des électeurs plutôt que la faute des dirigeants si les électeurs choisissent constamment des gens qui les trahissent. L'idée de Popper, à nouveau, me semble une idée tout à fait raisonnable. L'important n'est pas que le dirigeant soit bon, l'important c'est que l'on puisse rapidement corriger les défauts d'un mauvais dirigeant. Alors je prenais tout à l'heure l'exemple de la reine d'Angleterre, non pas parce que je voulais dire que c'était une mauvaise dirigeante, mais le roi et la reine d'Angleterre, enfin la reine actuellement, sont plutôt des images qui n'exercent aucun pouvoir effectif. Le véritable pouvoir, c'est au Parlement qu'il se situe. Donc les Anglais ont tout autant que nous, peut-être sans doute même plus que nous pour Popper, pas simplement parce qu'il s'est installé en Angleterre, mais aussi parce que c'est quelque chose d'assez cohérent, de meilleures institutions que nous. Ils ont beau avoir une reine, ils ont un système qui est fondamentalement un système parlementaire dans lequel les corrections, les retours, les luttes d'influence entre groupes de dirigeants divers peuvent faciliter les corrections, ce que nous n'avons pas dans un système présidentiel. Enfin, j'interprète peut-être un peu trop la pensée de Popper, mais il me semble vraiment que Popper aurait pu valoriser, comme je le fais, le système parlementaire anglais par rapport au système présidentiel français. Popper aurait pu peut-être valoriser le système français de la quatrième République, où le président de la République était comme la reine d'Angleterre, une image sans réel pouvoir. Pour poser ce problème en d'autres termes, notre souhait serait d'avoir de bons dirigeants. C'est quand même mieux, bien sûr, que si les dirigeants sont bons, mais l'expérience de l'histoire nous enseigne que nos chances à cet égard sont minces. C'est pourquoi il est si important d'élaborer des institutions
qui ne permettent même pas à de mauvais dirigeants d'avoir une action trop pernicieuse. Il faut des contre-pouvoirs, il faut que les mauvais dirigeants ne puissent pas conserver le pouvoir trop longtemps. Il n'existe d'ailleurs que deux sortes d'institutions politiques, celles qui permettent un changement sans qu'il y ait effusion de sang, donc fondamentalement les démocraties où l'on peut changer de dirigeants, et celles qui excluent cette possibilité. La Corée du Nord, par exemple, même s'ils ont un leader génial et de plus en plus génial à chaque génération, ces géniaux leaders qui se succèdent de père en fils ne permettent pas un véritable changement. Les Coréens du Nord ne sont pas véritablement sollicités pour savoir si ce qui se passe leur convient. Donc on a là une mauvaise institution politique. De la même façon, le système cubain est un mauvais système politique. Et j'ajoute quand même que pour Popper, je le répète, les sociétés ouvertes sont encore insuffisamment ouvertes. C'est-à-dire que j'aurais envie de lui dire, à nouveau, je prends les États-Unis pour ne pas prendre le cas de la France, pour être un peu moins controversé. Oui, mais est-ce que ce système qui fait que vraisemblablement aux États-Unis, aux prochaines élections, les Américains vont avoir le choix entre Biden et Trump, entre un milliardaire et notre milliardaire, entre un milliardaire grossier et vulgaire et un milliardaire un peu plus sophistiqué, mais dont aucun ne pense vraiment aux intérêts de la population dans son ensemble. Est-ce que c'est vraiment un système intéressant? Est-ce qu'il ne serait pas mieux que vraiment il puisse avoir la possibilité de voter pour Sanders, qui vraisemblablement va leur être retiré dans les jours qui viennent? Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans le système démocratique? On peut dire peut-être, en étant fidèle à l'esprit popérien, oui, il y a effectivement un bien, mais il y a effectivement un biais, mais même cette distinction, même ce choix un peu faussé est meilleur que l'absence de choix. Il n'y a pas la possibilité d'une modification profonde de la société. D'ailleurs, j'y reviendrai, il n'est pas évident que d'un point de vue scientifique, une modification profonde de la société soit satisfaisante pour Popper. Mais il y a néanmoins un choix, il y a une possibilité d'amélioration, et en ce sens, on a quand même une société un peu plus ouverte qu'une société où on reconduit toujours un leader sans avoir à aucun moment à se prononcer. Bon, donc cette citation est extraite de Conjectures et réfutations, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois et je vais y revenir encore
un peu, il y a un grand ouvrage de philosophie politique de Popper qui est La société ouverte et ses ennemis. Je vous ai dit que c'était en même temps un ouvrage d'histoire de la philosophie. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, si ce n'est que, en le relisant pour préparer mon cours, je me suis rendu compte qu'en tant qu'ouvrage d'histoire de la philosophie, il est quand même assez pauvre, non pas en raison de prises de position qui peuvent être discutables. Après tout, Popper fait une histoire de la philosophie engagée, il a sa lecture sur les auteurs et pourquoi ne l'aurait-il pas, mais ce qui fait qu'il est peut-être un peu faible en tant qu'ouvrage d'histoire de la philosophie, c'est que finalement il développe sur assez peu d'auteurs. Si on suit la liste des chapitres, il est question de Socrate, il est question de Platon, il est question d'Aristote, il est question de Hegel, il est question de Marx, il est question de la sociologie de la connaissance, qui est quelque chose que vraisemblablement les philosophes ne connaissent pas du tout ou ne connaissent pratiquement pas maintenant. Il m'est arrivé parfois de faire des cours sur la sociologie de la connaissance où je parlais essentiellement de Mannheim, la sociologie de la connaissance qu'attaquait Popper, et Bloch, une sociologie de la connaissance scientifique plus récente. Globalement, c'est quelque chose qui est quand même, me semble-t-il, assez peu connu en philosophie. En revanche, Socrate, Platon, Aristote, Hegel, Marx, eux sont connus, mais bien sûr, là-dedans, il manque un certain nombre de grands noms de la philosophie. Il manque Descartes, il manque Kant, il manque Spinoza, il manque Leibniz, il manque tous ceux que j'oublie, et ils sont bien plus nombreux que ceux que mentionne Popper. C'est qu'en fait, le titre de l'ouvrage, c'est La société ouverte et ses ennemis, et Socrate, Platon, Aristote, Hegel, Marx, ce n'est pas la société ouverte puisque ce ne sont pas des sociétés, ce sont, à une exception près, ses ennemis. L'exception, c'est Socrate. C'est un point sur lequel Popper me paraissait au début un peu douteux, et puis à la longue, mais en même temps, je ne suis pas spécialiste de règles, je n'ai jamais lu Platon dans le texte, mais lentement, j'ai été convaincu par l'argumentation de Popper. Après mon cours, aller quand même écouter ou suivre les cours d'un ou d'une platonicienne pour avoir un contre-discours sans doute meilleur que le mien sur Socrate et Platon. Donc l'idée de Popper, c'est que Socrate, lui, est un authentique tenant de la société ouverte. Socrate, c'est celui qui circule sur l'agora et qui amène les gens qui ont des certitudes à remettre en question leur certitude. Donc c'est celui qui met en question, même si c'est au nom de son démon, les préjugés tribaux, les pseudo-savoirs retransmis de manière acritique dans la société. Platon, au contraire, c'est celui qui prône le philosophe roi, celui qui développe l'idée qu'il y a des gens qui peuvent avoir un accès privilégié à la vérité, et que ces gens qui ont un accès privilégié à la vérité doivent avoir
le pouvoir doivent être obéis, ne doivent pas être remis en question. Donc Platon, c'est un exemple de tenant d'une société fermée. On ne remet pas en question, quand on n'est pas un philosophe roi, le discours du philosophe roi. Socrate, c'est le tenant de la société ouverte, celui qui, au contraire, incite constamment à la libre critique. Donc ça, c'est la position de Popper qui me convainc maintenant. Je dois avouer quand même que je me demandais, je me disais autrefois, et en fait je me dis quand même toujours un peu, que cette opposition entre Socrate et Platon a peut-être quelque chose d'un peu artificiel, dans la mesure où Socrate lui-même ne nous a rien laissé, où nous ne connaissons Socrate que par l'intermédiaire des dialogues dans lesquels Platon le met en valeur. Est-il véritablement légitime d'opposer l'un à l'autre? Est-ce que, en fait, Platon n'est pas aussi un peu socratique? Est-ce que Socrate n'est pas aussi, même si Platon n'est que l'un de ses disciples, un peu platonicien? En tout cas, pour Popper, c'est clair, non, Socrate, c'est finalement la base de l'idéal de libre critique. Socrate, c'est le représentant dans l'Antiquité de la société ouverte. Platon, c'est au contraire celui qui valorise la société fermée. Et je crois que Popper écrit La société ouverte et ses ennemis sans avoir eu l'occasion de lire le 1984 d'Orwell. Attendez, je vérifie encore, puisque je suis devant mon ordinateur, la date de publication de La société ouverte et ses ennemis, écrit par Popper, oui, au début de la Seconde Guerre mondiale, dit Wikipédia, donc 1984 n'est pas encore 1984 n'est pas encore écrit. 1984 est écrit après la guerre, mais vous savez que dans 1984 il y a ces principes de la dictature: la liberté c'est l'esclavage, la paix c'est la guerre, et l'ignorance c'est la force. Mais la liberté c'est l'esclavage. En fait, je me demande même brusquement, il faudrait étudier s'il n'y a pas eu une influence de Popper sur Orwell. La liberté c'est l'esclavage, c'est vraiment pour Popper le discours de Platon. Popper nous dit, oui, Platon parle au nom de la liberté, mais il a sa propre conception de la liberté, et la conception de la liberté de Popper, c'est en fait une négation de la véritable liberté, de la liberté de critique, de la liberté d'expression, de la liberté de remettre en cause ses dirigeants, toute forme de liberté auquel Popper est attaché. Et puis pour Popper, Aristote aussi, c'est fondamentalement un tenant de la société fermée, d'une manière qui me semble très anachronique, mais
pourquoi pas? C'est vrai qu'il y avait des révoltes d'esclaves déjà à l'époque, et puis j'ai dit que je ne critiquais pas Popper, mais là ça m'oblige à critiquer Aristote. Popper considère vraiment que Aristote est un dictateur en puissance. D'ailleurs, Aristote considère qu'une société sans esclaves est absolument inconcevable. Donc Aristote est un partisan de l'esclavage. Donc Aristote est un ennemi de la liberté. Pour Popper, c'est clair, la libre critique, ce n'est pas la libre critique de quelques individus bien choisis. Les esclaves aussi doivent participer à la libre critique, c'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'esclaves dans une société ouverte. La conception de l'esclavage et de la société ouverte sont quelque chose d'absolument antithétique. Et puis Hegel est aussi fondamentalement pour Popper un tenant de la dictature et parce que finalement, d'ailleurs c'est un reproche que d'autres ont pu lui faire, ce à quoi vise Hegel, c'est finalement à une légitimation philosophique de l'État prussien, un État qui n'est pas véritablement un État démocratique. Et ça, c'est la dialectique hegélienne qui le lui permet. C'est en fait toujours un peu cette idée, la liberté, c'est l'esclavage. Popper, au nom d'une conception de la logique peut-être un peu simpliste, mais après tout, c'est la logique que j'enseigne à un certain nombre d'entre vous par ailleurs, logique binaire dans laquelle une proposition peut être vraie ou fausse, mais ne peut pas être les deux en même temps, sinon tout s'effondre et on peut dire n'importe quoi. Pour Hegel, nous dit Popper, il y a au cœur du système l'existence des contradictions. Donc il y a au cœur du système notamment aussi cette idée que la liberté c'est l'esclavage, que la liberté c'est l'obéissance à l'État, la liberté c'est le respect de l'État et le respect de la personne du prince, parce que l'État s'incarne dans le prince. Donc Hegel est un partisan de la société fermée. Et en fait, s'il n'avait pas connu Hegel, Marx aurait vraisemblablement, pour Popper, été quelqu'un de très bien. Popper reconnaît chez Marx une volonté qu'il considère tout à fait légitime de libération des êtres humains, une volonté légitime d'émancipation humaine, mais malheureusement, Marx a été infesté par la philosophie hegélienne et parce que il y a encore beaucoup trop de Hegel en lui, Marx, à la base penseur de l'émancipation, devient quelqu'un qui défend les sociétés fermées, qui veut empêcher, qui travaille à empêcher l'humanité de se donner de bons systèmes politiques. Et ça continue après avec les héritiers de Marx, avec les marxistes. Et d'ailleurs, la sociologie de la connaissance, je parlais de Mannheim tout à l'heure, même si Mannheim s'est un peu éloigné de la pensée de Marx, à la base, Mannheim, et c'est lui qui théorise vraiment l'idée d'une sociologie de la connaissance. Mannheim est à la base marxiste et pour Popper, ça en fait vraiment un ennemi de la société
ouverte. Parce que je parlais tout à l'heure de collectivisme, de communautarisme. Dans la lecture que Popper a de la sociologie de la connaissance, il y a une certaine fermeture sur la collectivité, sur la communauté. Il y a l'idée, dit Popper, là je m'excuse, mais je vais quand même devoir critiquer Popper parce que il me semble qu'il a une lecture biaisée des auteurs, euh, notamment en l'occurrence Mannheim. Il y a cette idée que nous développons nos connaissances à partir de la position sociale dans laquelle nous sommes. Et Mannheim dit effectivement ça, mais Popper s'en arrête là et considère que la sociologie de la connaissance considère qu'il est absolument impossible de développer les biais sociaux que l'on a acquis à travers son éducation. Alors que la sociologie de la connaissance ne dit pas ça, Mannheim ne dit pas ça, Mannheim est assez spinoziste, me semble-t-il. Il a cette idée que c'est en connaissant nos biais sociaux que nous pouvons tenter de nous en affranchir. Popper ne voit pas cette possibilité d'affranchissement des biais sociaux, il voit simplement cette idée que nous sommes, cette idée qui n'est pas chez les auteurs qu'il critique, que nous sommes complètement déterminés par le milieu social dans lequel nous avons été éduqués, que nous avons donc fondamentalement une vision qui est complètement dictée par notre éducation, que nous ne pouvons pas nous en affranchir. Donc cette idée que fondamentalement il y a coexistante dans nos sociétés une multitude de sociétés refermées les unes sur les autres, dont aucune ne peut essayer de s'ouvrir aux autres, entre lesquelles il n'y a absolument aucune possibilité de critique mutuelle. Alors, s'il avait raison, si les auteurs qu'il critique disaient effectivement ça, Popper aurait tout à fait raison de les critiquer. On ne peut pas se satisfaire d'une pensée qui enferme complètement les gens dans leur détermination sociale. On est là effectivement dans un schéma de société fermée, même s'il s'agit de plusieurs sociétés fermées coexistantes. Qu'il y ait effectivement des gens qui aient défendu de telles positions, pour le coup qu'il y ait effectivement des marxistes qui aient défendu de telles positions, Popper a tout à fait raison de le dire, Popper a tout à fait raison de le soutenir. Bon, je vérifiais, c'est après qu'il a écrit La société ouverte et ses ennemis, il y a le procès Slansky en Tchécoslovaquie. Slansky a été un dirigeant du Parti communiste tchécoslovaque qui, au moment d'une lutte interne, va être dénoncé comme traître et va finalement être exécuté. Et il y a cette déclaration
Bon, comme des tas de formules célèbres, elle est peut-être complètement fausse, mais en tout cas, elle m'a marqué comme étant assez caricaturale et une très bonne illustration des idées de Popper. Au moment de son procès, Slansky dit pour se défendre, c'est vrai, je suis un traître, mais j'ai des excuses, mes parents étaient de petits commerçants. Là, on est vraiment dans le schéma de pensée que critique à Popper. Cette idée que quelqu'un ne peut pas s'élever au-delà des idées dans lesquelles il a été éduqué, ne peut pas avoir de recul critique. Quand je dis ça, bien sûr, ce n'est pas Slansky que je critique. S'il a dit ça pour se défendre, c'est très vraisemblablement qu'on lui a suggéré aimablement que en disant ça, il pourrait vraisemblablement s'en tirer et naïvement, parce que c'était un militant respectueux du parti, il a cru ce qu'on lui a dit et on a retenu après je suis un traître et pas j'ai des excuses, les excuses étant assez ridicules. Bon, ben je me rends compte que ça fait 1 heure que je parle, donc ce cours de lundi est fini. Il ne me reste malheureusement qu'une séance alors que j'en ai encore à dire un peu sur la philosophie politique de Popper et qu'il faudrait quand même aussi que je revienne sur la théorie des trois mondes. Donc j'accélérerai la prochaine fois. La suite donc au prochain numéro, en espérant que le coronavirus ne nous aura pas emporté d'ici là. Essayez de sortir aussi peu que nécessaire. Moi-même, c'est ce que je vais essayer de faire, mais malheureusement, je dois quand même sortir de temps en temps de chez moi. Je n'ai pas des stocks pour 4, 5, 6 semaines de nourriture, mais prenez garde à vous, faites attention. Donc, je vous reverrai virtuellement, enfin, je ne vous reverrai pas, vous me reverrez peut-être virtuellement la semaine prochaine. J'espère vous revoir en acte à la rentrée. Voilà, bon courage. Désolé si je suis encore plus confus que d'habitude parce que vous n'avez même pas la possibilité d'intervenir pour me dire que je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à me l'écrire. À la suite donc au prochain numéro.